Ok, alors let's go. Nickel. Mathéo, bienvenue sur Dual. Merci. Tradition chez Dual, je te propose d'abord de te présenter et puis de présenter ton parcours professionnel. D'accord. Alors, Matteo, 34 ans, je suis italien, je suis immigré en Suisse en 1999, donc je suis né à Rome en Italie et je suis venu en Suisse quand j'avais 8 ans. Mon parcours professionnel, école obligatoire, normale. Ensuite, je voulais partir en apprentissage. J'ai pas trouvé tout de suite à la sortie de l'école. Donc, j'ai fait une année où j'ai fait des petits jobs à droite à gauche. Et ensuite, une année après, j'ai trouvé un apprentissage d'employé de commerce que j'ai fait en 3 ans. Ensuite, durant mon apprentissage, j'ai découvert la compta, notamment, qui m'a parlé. Et j'ai continué là-dedans. J'ai ensuite intégré, je peux dire des noms d'entreprise. Bien sûr. L'Aigu Riviera SA, qui est un grossiste en fruits et légumes, le leader du marché, je crois d'ailleurs, où j'ai beaucoup progressé. Je suis resté 8 ans chez eux. Ensuite, je suis parti 2 ans chez Virgile Formation, qui est un centre de formation professionnelle. Et ensuite, j'ai créé ma société MDO Fiduciaire en 2021. Donc voilà mon parcours très bref, très brièvement expliqué. Il me semble que tu as fait un brevet fédéral aussi. J'ai fait le brevet, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais Okay. oui. Quand j'étais chez l'Aigu Riviera, oui, parce que j'ai remarqué au bout d'un moment, j'aimais bien la comptabilité, je voulais progresser dans ce domaine. Donc moi, je suis quelqu'un d'ambitieux, j'ai toujours besoin un peu de nouveaux défis. Donc le moyen de progresser, c'était de faire une formation, un brevet, quoi, d'aller plus loin Ouais. dans mes connaissances. Donc j'ai fait le brevet de spécialiste en finance et comptabilité. Ok. Alors si on revient sur ta partie école, tu as dit que tu n'avais pas trouvé tout de suite. Oui. Tu n'as pas trouvé tout de suite parce que tu ne savais pas ce que tu voulais faire, ou alors tu n'as pas trouvé tout de suite parce que tu ne savais pas exactement quoi faire? Non, alors je savais ce que je voulais faire. Je voulais faire employé de commerce. D'accord. Ça, c'était sûr. Mais c'est l'allemand qui m'a flingué. J'avais 3,5 en allemand, donc c'était... Ok. J'avais juste pas la moyenne. Non, c'était un peu le... Employé de commerce, c'est un peu l'apprentissage de base, disons, qui ouvre beaucoup de portes, notamment dans le tertiaire, hein, évidemment. Et c'était très compétitif à l'époque. Enfin, il y avait plus de jeunes qui voulaient faire l'apprentissage que de places disponibles. Ouais. Donc voilà, j'ai pas trouvé pour ça. Et je voulais pas forcément me réorienter. Je savais que je voulais pas. Je suis pas quelqu'un de manuel, donc je voulais pas faire un travail manuel. Donc voilà, j'avais mon objectif. Je voulais faire mon employé de commerce. Je savais que c'était qu'une histoire de temps. Donc voilà, mais je savais ce que je voulais faire. Grâce au fait que pendant c'était la 9e année à l'époque, on nous obligeait à faire des stages, une semaine ici, une semaine là-bas, etc. Puis c'est vrai que ce qui m'avait le plus parlé, c'était clairement le travail dans les bureaux, dans le tertiaire. Donc employé de commerce, c'était ma voie. J'étais sûr de ce que je voulais faire. Ok. Et t'as fait quoi comme petit boulot pendant cette année de transition? Alors j'ai fait surtout de la livraison, j'ai mon petit permis scout, donc voilà, je faisais des livraisons à droite à gauche. J'ai fait beaucoup de logistique, donc j'allais dans des grands centres commerciaux, des grands magasins à la fermeture ou avant l'ouverture pour mettre dans les rayons, quoi, donc magasinier, hein. Ouais. C'était le truc le plus simple à trouver quand on sort de l'école et qu'on n'a pas de papier, on n'a rien. J'avais la fin de la scolarité obligatoire, mais j'avais pas de CFC, j'avais pas de formation. C'est vrai que c'est le truc le plus simple à trouver. C'est ce qu'on appelle les petites mains, entre guillemets. Donc voilà, je me levais à 4h du mat pour aller vite mettre dans les rayons, etc. Mais ça forge mine de rien. Et moi, j'ai une éducation où, de toute façon, faut pas rester sans rien faire. Donc, de toute façon, c'était exclu que je reste à la maison à me tourner les pouces. Donc, voilà, je me suis débrouillé pour toujours être occupé, faire des petits jobs à droite à gauche et puis
avoir mes petits sous pour faire un peu ma petite vie aussi de mon côté, quoi. Sortir avec les amis, etc. Les hobbies de la vie. Et puis, voilà, ça a duré 1 année. Et après, j'ai trouvé mon apprentissage. Justement, par rapport au fait de faire ce choix de l'apprentissage CFC plutôt que de continuer les études, tes parents qui sont d'origine italienne, donc qui n'étaient pas familiers avec peut-être ce Oui. système dual, comment est-ce qu'ils l'ont... Il a fallu batailler. C'est vrai? Ok. Comment est-ce qu'ils l'ont pris? Est-ce que tu arrives à nous raconter eux, peut-être les a priori qu'ils avaient, peut-être peut-être leur background. J'imagine que s'ils ont immigré en Suisse, c'était aussi pour des raisons peut-être professionnelles. C'est professionnel, ouais. Purement professionnel, clairement. C'est vrai, tu as raison, en Italie, en tout cas à l'époque, c'était encore le parcours type on fait l'université, on fait des études, si on a la chance de pouvoir le faire. Donc clairement, ça a été dur au début de dire non, moi je suis pas porté pour les études, je veux pas continuer, je veux aller dans le dur, je veux aller bosser, quoi. Ça a été vécu un petit peu comme un échec au début, mais après ils ont quand même vite compris que non, c'était quand même un bon système qui fonctionnait. Mes parents étaient encore restés à l'époque, tu vois, ils ont immigré quand on avait, je sais pas, ils avaient 45 ans, donc ouais, bien sûr. Ils sont restés coincés, focus, entre guillemets, sur le système italien, et clairement, c'était compliqué de leur faire comprendre que non, c'est un bon système, l'apprentissage, que j'aurais appris un métier, qu'à 18 ans, je sors avec un papier reconnu, je sais faire un travail, je suis employable. Mais après, après plusieurs discussions aussi avec l'orientateur professionnel, etc., ils ont compris vraiment la valeur ajoutée de l'apprentissage. Puis ça a été. Mais c'est vrai que le parcours type qu'ils avaient rêvé pour les enfants, parce que j'ai un frère, c'était, on vient en Suisse, ils font des études jusqu'à l'université, etc., parce que c'était leur rêve, un peu, c'était on leur a toujours ils ont toujours vécu là-dedans, on leur a inculqué ça depuis tout petit, hein, que si on peut faut faire des études, parce qu'on aura un bon travail, une bonne situation, etc. Alors que finalement, en Suisse, on a la chance d'avoir ce système d'apprentissage dual qui te permet aussi d'atteindre tes objectifs sans forcément passer par la case gymnase, université, etc. Ouais, surtout que l'apprentissage, c'est des études aussi. C'est des études, finalement. Parce que tu as aussi des cours, 1 à 2 fois par semaine. Parfois, ça dure même, l'apprentissage dure même 4 ans, suivant les métiers. Justement, lorsque tu as trouvé ta place, c'était dans quel type de structure? Parce que je crois qu'il y a 19 filières pour employé de commerce, donc c'est déjà un métier qui est un peu biaisé, parce qu'en étant employé de commerce, on peut être dans 19 filières différentes, donc dans 19 métiers différents, mais comme tu l'as dit, qui sont du métier tertiaire. Toi, ton apprentissage, tu l'as fait dans quel type d'entreprise? Alors, j'ai trouvé ça assez marrant, parce que j'étais sûr que j'allais trouver, mais ça venait pas. Et j'ai trouvé la semaine de la rentrée. J'ai signé mon contrat la semaine de la rentrée. Okay. Donc, par exemple, la première semaine de cours, j'étais pas là. Okay. Donc, j'ai vraiment à la der des der, j'ai trouvé. C'était une petite entreprise qui faisait de la vente et location de matériel audiovisuel. Ok. Une toute petite entreprise à Renan qui a fermé depuis, où j'ai fait ma première année. Après, d'un commun accord, ça allait pas top. C'était trop petit. Clairement, il y avait 2 personnes plus l'apprenti. Donc, clairement, c'était l'apprentissage. Moi, je sentais que j'apprenais pas grand-chose, en fait. Ok. Parce qu'ils étaient en installation toute la journée, etc. Donc, souvent, c'était pas vraiment employé de commerce que je faisais. C'était plus installateur, etc. Donc, d'un commun accord, fin de première année, j'ai cassé mon contrat, hein, si on veut, mais j'avais trouvé une place ailleurs où là, j'aurais été plus suivi une grande boîte dans l'ingénierie civile. D'accord. Pour répondre à ta question, la voie, c'était la voie la plus basique, quoi. Enfin, c'était pas ni bancaire, ni je sais plus maintenant comment ça s'appelait. Non, peu importe, mais c'était intéressant de savoir la taille de la structure.
Oui. Et puis l'activité principale, parce Alors, que comme tu l'as dit, ouais. ingénierie civile ou audiovisuel... Ah non, c'était c'est deux différent. mondes, hein, c'était deux mondes. Là, j'ai passé vraiment du coq à l'âne, hein. J'ai sauté d'une petite boîte de 3 personnes dans l'audiovisuel à une autre boîte leader mondial de l'ingénierie civile où voilà, là j'étais à la direction générale. J'ai passé dans tous les départements durant les 2 années que j'ai fait là-bas. Donc j'ai pu découvrir autant le secrétariat que les assurances, RH, compta. C'était génial pour ça. J'ai été suivi, j'ai pu découvrir tous les métiers. Puis après, bah voilà, en fonction de ça, je me suis dit, les chiffres, ça me parle plus que le reste. Donc pour ça, c'était juste génial. C'était incroyable comme expérience. Et là-bas, ils gardaient pas les apprentis, t'avais pas la possibilité de rester après? Alors là aussi, les planètes se sont alignées, je pense, parce que effectivement, la politique, c'était non, on ne garde pas les apprentis. Pas parce que on veut pas les valoriser, mais parce que ils pensaient à juste titre. Maintenant, avec le recul, je sais que c'était à juste titre, que c'est mieux de faire ces expériences aussi ailleurs. Voilà. En général, quand on est apprenti et qu'on devient employé, ben, aux yeux des collègues, on reste toujours un petit peu l'apprenti. Voilà, on est dans son petit cocon, parce que ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on est dans la boîte, etc. Donc eux, ils disaient non, l'apprenti, voilà, il a fini, on lui a donné sa chance, on l'a formé, maintenant, il faut qu'il aille faire ses expériences ailleurs. Moi, bah, le sort a voulu que, à la compta, une de mes collègues est tombée enceinte. Donc, quand je finissais l'apprentissage, elle est partie en maternité. Il y avait une place à prendre pour 6-8 mois, enfin, Ouais. quelque chose, voilà, du style. Et comme bah voilà, apparemment j'étais bon, on m'a donné la chance de rester le temps que je trouve ailleurs. Ouais, ça a duré 6 mois, je crois, un truc du Ok. style. Bon, c'est déjà... C'était Enfin, génial. ça met un pied de plus, ça te donne confiance aussi, Alors j'imagine. ça, oui, ouais, clairement, clairement. Et puis on a ce qui m'a beaucoup aidé, c'était de me dire, ok, j'ai pas besoin de me soucier du lendemain entre guillemets, dans le sens, voilà, j'ai le job, j'ai pas la pression de devoir trouver vite fait quelque chose parce que sinon j'ai plus de travail. Donc on peut vraiment, bah, après prendre le temps voilà, de se vendre, hein, de faire son dossier de candidature, etc., de chercher le job qui nous correspond. Et puis voilà, sans cette pression de se dire mince, mais demain j'ai plus de salaire. Voilà, parce que mine de rien, oui, j'habitais chez mes parents, mais t'as quand même deux, Ouais, trois c'est un peu chiant deux, trois de... trucs à payer, Ouais. puis tu veux pas être, voilà, tu veux être faut te dire, t'as 18 ans, t'as ta première voiture que tu veux acheter parce que tu viens de faire le permis. Alors, tu veux quand même te payer 2, 3 trucs, tu veux ton autonomie, quoi. Donc, pour moi, c'était important de pas rester sans rien faire et d'avoir quand même un revenu. Et puis, bon, là, les planètes, elles sont alignées, quoi. J'ai eu de la chance. Et justement, pour trouver ton job donc chez Légu Riviera, c'est Oui, juste, hein, c'était les le suivant. Riviera, ouais. T'as fait des offres spontanées, tu répondais qu'à des appels à candidature dans le domaine de la comptabilité. Comment tu as géré cette période de devoir chercher du boulot ailleurs juste après l'apprentissage dans un domaine qui est quand même assez concurrentiel en peu de commerce parce qu'il y, Oui. il y a quand même beaucoup de profils qui sortent. Alors toi, tu avais quand même cet avantage avec cette spécialisation compta. Oui, alors effectivement, moi je savais au moins où postuler, quel poste postuler, parce que je voulais travailler en compta. Donc c'était assez clair de ce point de vue-là. C'est assez marrant le parcours, parce que je voulais pas du tout postuler en fiduciaire, parce que je pensais que c'était chiant. Ok. Alors que maintenant j'ai une fiduciaire, c'est assez curieux, et que j'adore ça d'ailleurs. Non, bah là c'était vraiment, bah ok, je vise les postes compta et je réponds à des annonces. Je voulais pas faire, j'ai pas fait beaucoup d'offres spontanées parce que bah, pendant mon apprentissage, j'ai passé une année au secrétariat, donc on triait notamment les offres d'emploi spontanées, puis je voyais bien, il y a 2 piles, hein, les spontanés, on les met de côté, limite on n'ouvre même pas, parce qu'on en a tellement, tout le monde, toutes les entreprises en reçoivent tellement que souvent on se démarque pas trop. Donc moi, le but, c'était de répondre vraiment à des offres ciblées. Et ouais, là, c'était, bah, ils cherchaient un aide comptable, j'ai postulé et voilà, j'étais engagé.
Et donc, tu as fait 8 ans là-bas, tu as dit. Oui. Est-ce que tu as changé de département? Est-ce que ton poste a évolué? Est-ce que s'il a évolué, c'était aussi par rapport à ton brevet? Est-ce que tu savais en arrivant là-bas que tu voulais faire le brevet fédéral? Est-ce que tu avais d'autres perspectives? Raconte-nous un peu cette expérience chez l'Aiguille Riviera. Oui, alors, d'autres perspectives, non. Est-ce que je savais que j'allais faire le brevet? Non, pas du tout, parce que c'était des études. Et, non, les études, c'était pas pour moi. Je vivais un peu entre guillemets au jour le jour, dans le sens ok, aujourd'hui j'aime la compta, j'ai envie de faire de la compta, demain on verra bien, peut-être dans 2 ans j'ouvre un resto, je sais pas. J'étais vraiment voilà, je veux juste bosser dans ce que j'aime actuellement. Peut-être je changerai d'avis un autre jour. Donc j'ai intégré là-bas en tant qu'aide comptable dans une boîte en pleine évolution, hein. C'était une boîte qui, encore aujourd'hui d'ailleurs, qui évolue beaucoup, qui grandit vite. Donc pendant ces 8 ans, j'ai fait tous les postes, mais au sein de la compta. Ok. Donc aide comptable. J'ai fait le brevet et ensuite on a restructuré le département des finances en créant un poste qui était chef comptable, qui était juste après mon brevet. Donc c'est moi qui ai amené entre guillemets la restructuration du département. Le fait que j'ai le brevet, ça allait assez bien pour créer ce poste de chef comptable que j'ai pris. Ça structurait mieux. Faut savoir, la boîte, elle avait fait en 8 ans. Moi, je suis rentré en 2012, je suis parti en 2019. On a fait x3, quoi, je crois, il me semble, un truc du style. Donc, croissance de malade, quoi. La croissance de fou. Dû voilà, au patron qui est un visionnaire et puis qui est un entrepreneur hors pair. Et je les remercierai jamais assez parce que finalement, ça m'a donné une telle expérience, un tel background. J'ai tout fait, j'ai tout vu. Donc, niveau expérience, alors quand on le vit, quand on est dans le jus, on travaille, c'est 8h30 par jour. Après, il faut vite partir au brevet. On le vit. C'est très intense. Mais c'est vrai qu'avec le recul, ça m'a donné une telle expérience. J'ai tout vu. C'est bon. C'était juste génial. Et donc, ouais, là aussi, les planètes s'alignent. J'étais au bon endroit au bon moment. Quand je finissais mon brevet, mon directeur financier, donc mon chef direct finalement, a eu un petit pépin de santé où il a dû s'absenter quelques mois. Il fallait quand même que les finances elles tournent, quoi. Donc j'ai un peu pris le lead là-dessus. J'ai ma collègue qui était enceinte aussi, qui réduisait son taux, donc j'étais un peu le dernier bastion des finances. Mais c'était cool parce que j'ai pu prouver ce que je valais finalement, que j'en avais un peu sous le capot. Et puis voilà, quand j'ai eu mon brevet, on a un peu restructuré le service. Aussi fort de cette expérience, Mathieu, il arrive à gérer finalement, donc on peut lui donner un poste à responsabilité, on peut structurer la boîte parce que voilà, c'est plus la même qu'il y a 8 ans, donc il faut aussi restructurer le service finance, hiérarchiser un peu mieux, etc. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a plusieurs brevets fédéraux dans le domaine de la finance, de la comptabilité? Est-ce que tu as dû faire un choix ou alors il y a un brevet fédéral? Alors, il y a le plus connu, le plus, comment dire, celui que tout le monde fait, entre guillemets, où il y a le plus de classes qui s'ouvrent, c'est le brevet que j'ai fait, celui de spécialiste en finance et comptabilité. Il y a un autre brevet qui est spécial fiduciaire, qui est agent fiduciaire, je crois qu'il s'appelle. Moi, j'avais jamais bossé en fiduciaire, donc ça n'avait aucun sens pour moi. Donc clairement, il n'y en avait qu'un. J'ai vite... Puis là aussi, voilà, au fur et à mesure de mon évolution au sein de l'entreprise, on me disait, bon, finalement, ouais, j'aime vraiment beaucoup les chiffres, donc vraiment, je veux rester là-dedans un petit moment. Donc, comment je peux casser un peu ce plafond de verre que j'avais atteint au niveau des connaissances? C'est de faire un brevet. Donc là, je suis reparti pour faire des études. Et justement, dans le domaine de la construction, les brevets fédéraux, j'ai l'impression que ça ouvre d'autres spectres de compétences comme la gestion d'équipe, le marketing, justement un peu la compta, les RH, etc. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a plus tellement de
de terrain. Tu vois, par exemple, le brevet fédéral de contremaître, j'en sais rien, dans la maçonnerie ou dans d'autres métiers. On ne retourne plus vraiment faire de la maçonnerie. J'ai l'impression que c'est maîtrisé par le chantier, l'apprentissage, etc. Toi, en revanche, dans ce brevet fédéral de comptabilité, tu es allé plutôt dans le dur, donc dans l'analytique, dans les chiffres un domaine clé. Tu n'as pas tellement vu d'autres choses, on est d'accord? Alors, c'est oui et non. C'est-à-dire que toute la première année du brevet, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, c'est pas pour moi, ça va beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop poussé. Moi, chez les Gurriera, dans mon poste, je m'occupais de la compta, des chiffres. Ok, on faisait pas encore d'analytique à l'époque, c'était les prémices, on mettait ça en place. Mais clairement, tu arrives au brevet finance et comptabilité, bah, tu touches au droit, tu touches au RH, tu touches à la fiscalité, tu touches vraiment tous les aspects de la finance. Donc ça t'ouvre quand même plein de portes, plein de connaissances. Et clairement, après, bah, évidemment, il n'y a personne qui voit le tout dans son entreprise. Donc clairement, pour tous les domaines qu'on touchait, finalement, il y avait d'autres personnes dans la classe qui se demandaient qu'est-ce qu'elle fichait là, quoi. Ouais, parce que clairement, ça, voilà, quand on commence à parler des RH, bah nous, on a un département RH, tu vois. Jamais touché de RH. Puis là, tu commences à aller vraiment au fond du truc, les contrats de travail, les lois sur le travail. Moi, c'était pas mon domaine. Mais finalement, ça t'ouvre une telle palette ça te donne une telle palette de connaissances. C'est juste génial, quoi. Ouais, qui sont finalement tous liés à la vie d'une entreprise, en fait. Exactement, ouais, exactement. Alors c'est vrai que suivant la taille de l'entreprise, bah, tu vas être plus amené à tout faire. Même si tu n'es que dans le département comptable, bah, tu vas toucher un peu de RH, un peu de droit, etc. Tandis que quand tu es dans une grande structure, bah, y a le département juridique qui gère le droit, il y a le département RH qui gère le personnel, etc. Puis toi, bah, tu n'es que dans tes chiffres, dans ta compta pure. Ça dépend la structure dans laquelle tu travailles, mais en tout cas, tu finis le brevet, bah, ça te donne un large aperçu et les connaissances pour tout traiter finalement. Ouais. Et justement, dans ce panel d'expertise, donc j'imagine que tu as renforcé plein de compétences en comptabilité. Est-ce que tu as eu l'impression que tu pouvais les mettre en pratique au quotidien? Je reformule ma question. Dans ton brevet, est-ce que tu as l'impression que tu pouvais appliquer ce que tu apprenais pendant le brevet au jour le jour, ou au contraire, tu t'es rendu compte que c'était aussi des choses avec du recul, que tu as acquises pour plus tard, en fait? Alors, plein de choses. Avec le recul, effectivement, je me suis dit, bon, bah, ça va peut-être me servir plus tard. Bah voilà, chez Légu Riviera, j'étais aux finances, à la compta. Donc, clairement, les RH, par exemple, oui, j'avais les connaissances globales, c'est top, mais je ne pouvais pas appliquer. Mais rien que dans mon domaine de la compta, oui, t'apprends tellement de nouvelles choses que dis oui, alors, ok, tu sors des cours, le lendemain, bah, tu commences à en parler au boulot. Ouais, là, j'ai appris un truc, faut qu'on creuse la question parce que ça peut amener une plus-value à l'entreprise. Moi, j'ai toujours travaillé comme si c'était ma boîte. Je me suis toujours investi à 1000%. Donc, clairement, je voulais pas juste faire mon boulot. Je voulais améliorer les choses, aller de l'avant, mettre en place des process, etc. Donc, pour ça, ça te donne une plus-value phénoménale. Clairement, j'ai appris tellement de choses que tu peux après retranscrire au boulot, mettre en pratique, parce que apprendre dans les livres, c'est une chose, la théorie, c'est une chose, la pratique du terrain, c'est totalement différent. Et ça, ça m'a aidé aussi durant ce brevet de pouvoir mettre en pratique certains aspects que j'avais appris, pour voir, ok, bah, l'aspect finalement de le mettre en pratique, c'est pas le même que la théorie en classe. Ouais, c'est quand même vachement différent de l'appliquer sur le terrain, sur la vie de tous les jours, quoi. Et ton boulot, ils étaient ouverts à ça, ils s'attendaient à ça, à ce que tu sois force de proposition, en revenant des cours, à changer des processus, à mettre des choses en place. Est-ce que tu avais de la place, de la liberté pour faire ça? Alors, gentiment mais sûrement, on va dire. J'étais un des premiers à faire une formation qui supérieure, supérieure, qui n'était pas obligatoire.
notamment dans les bureaux, j'étais le premier qui se lançait dans un brevet, etc. Faut se dire, voilà, la boîte, elle a évolué tellement vite, elle est passée de 20 employés, 8 ans après, on était 200, enfin, c'était la folie, quoi. Ouais. Donc, clairement, j'étais un peu l'ovni qui voulait se former, qui voulait progresser, voilà. Mais oui, après, ils étaient ouverts, mon chef était ouvert, le fondateur, le directeur de la société, M. Lidzola, était très ouvert aussi au changement, à ce qu'on puisse appliquer puis améliorer les choses. Alors évidemment, moi j'avais une certaine frustration parce que d'un côté, je comprenais pas que ça puisse prendre du temps de mettre en place des, des nouveaux process, des nouvelles façons de travailler. On change de programme, on fait ci, on fait ça. Enfin, ça fuse à 1000 à l'heure dans la tête, puis on a toujours envie que ça se fasse en 5 minutes. Mais non, avec le recul, voilà, gérer une entreprise, il n'y a pas tout qui se fait en un jour. Ça prend du temps de changer les façons de travailler, les façons de faire. Maintenant, je le comprends. et, et je comprends que ça ait pris du temps. Mais oui, j'avais une certaine liberté, entre guillemets. Et ça a passé par le fait, notamment, de restructurer justement les finances, voilà, de hiérarchiser un petit peu. La création de ce nouveau poste de chef comptable, etc., c'est quelque chose que moi j'ai mis sur la table, que moi j'ai amené, qu'on a concrétisé. C'était juste génial parce que là, clairement, je voyais toute la valeur ajoutée de mon brevet. Je me disais, mais c'est la folie parce qu'il y a 3 ans, jamais j'aurais pu proposer quelque chose comme ça. J'aurais pas été crédible, en fait. J'aurais pas eu l'expérience et les connaissances pour être crédible, finalement. Et puis justement, du coup, en dessous de toi, tu avais une équipe, j'imagine. Est-ce que tu es amené à recruter ou justement à gérer une équipe, etc. Oui, alors effectivement, en fait, mes collègues à la compta finalement sont devenus mon équipe parce qu'on a créé ce poste. Si tu veux, avant ça, il y avait vraiment les comptables, l'aide comptable et le directeur des finances. Puis clairement, on était devenu beaucoup trop gros pour que il y ait ce saut direct entre entre guillemets, les petites mains de la compta et le directeur financier. Il avait autre chose à faire que de gérer nos petits soucis du quotidien. Donc c'est là où j'ai amené ce poste de chef comptable qui faisait le lien entre les deux et qui gérait l'équipe au quotidien. Donc voilà, j'ai eu mon premier poste de management aussi que j'ai découvert. Après, c'est quelque chose que j'ai fait avec grand plaisir, qui m'a beaucoup servi et que je cherchais aussi à avoir plus de responsabilités. Donc mes collègues sont devenus finalement mon équipe, mais après, moi, j'ai jamais travaillé en disant, voilà, enfin, avec la hiérarchie. Ouais, bien sûr. Ouais, pour moi, on est tous égaux et puis ça reste mes collègues. Je suis pas leur chef. Enfin, oui, sur le papier, mais c'était plus un titre qu'autre chose. Dans la réalité, voilà, je faisais juste le lien entre la direction et la compta finalement. Donc ouais, j'ai eu mon premier poste à management. J'ai eu mon équipe. J'avais 3 personnes à gérer. J'ai eu un recrutement à faire, effectivement. Donc ça, c'était clairement, on est projeté dans un truc où jamais j'aurais cru que j'allais faire ça un jour, quoi. D'un coup, voilà, on a besoin d'une personne supplémentaire, faut recruter. Ouais, tu t'en occupes, t'es le chef comptable, tu choisis ton équipe, quoi. Donc Ouais. j'ai été projeté un peu là-dedans, à trier des CV, etc. Alors j'étais accompagné évidemment par mon directeur financier, etc., qui avait plus des gens qui avaient plus d'expérience que moi dans le domaine. Puis finalement, ça s'est bien passé. Mais c'est toute l'expérience que tu acquiers pour la suite et que finalement tu gères au mieux et finalement tu te dis bon ça va, j'ai bien géré parce que la personne elle était top, elle correspond bien à l'équipe, elle correspond bien au travail, les compétences qu'on cherchait on les a, elle travaille bien, en fait on a choisi la bonne personne alors que finalement j'ai aucune expérience dans le recrutement mais j'ai été surtout feeling, tu vois. Et finalement, souvent, c'est ça qui fait la différence, c'est de suivre un peu son instinct, de suivre voilà, sa petite, ouais, son instinct, c'est ça. Et, lorsque tu as terminé ton brevet fédéral, est-ce que tu t'es aussi dit, ah mais en fait je peux aller encore plus loin, alors peut-être pas tout de suite après, mais peut-être après plusieurs années ou plusieurs mois,
parce que je crois que c'est aussi un domaine où il y a une maîtrise, un diplôme fédéral d'expert comptable, sauf erreur. Ouais, exactement. Est-ce que toi, ça t'a titillé à un moment donné, tu t'es dit, ah mais j'ai envie d'aller au bout de tout ce que je peux faire dans cette voie-là? Alors, oui, ça m'a titillé, mais sans me titiller, dans le sens où l'étape d'après, c'est le diplôme, comme tu dis, la maîtrise, le diplôme. C'est 3 ans de plus. Moi, on est arrivé fin du brevet, j'étais sur les rotules. Donc là, c'était... faut se dire, voilà, il y en a qui ont la chance de pouvoir peut-être baisser leur taux d'activité pour faire le brevet à côté, etc. Ouais. Moi, je pouvais pas. Donc clairement, tu bosses à 100%, t'enchaînes encore sur le brevet, c'est 3 ans tellement intense. Je suis arrivé au bout sur les rotules, fier évidemment parce que tu réussis. Et faut savoir, il y a 50% d'échecs, donc finalement 1 sur 2 rate. Waouh. Moi j'ai réussi, j'étais déjà du bon côté entre guillemets de la statistique, donc j'étais déjà hyper content. Je me suis dit bon, là je m'arrête un petit moment, on va voir si je vais plus loin, mais ce que j'avais appris et acquis comme expérience, je trouvais déjà que c'était... Voilà, ça correspondait à ce que je voulais atteindre. Donc finalement, aller plus loin pour faire de l'audit, de l'expertise, etc., ça me parlait pas des masses. Donc en tout cas pour l'instant, je me suis pas encore relancé là-dedans. Pas sûr que je le fasse par la suite. Je sais pas. Je sais qu'il y a cette possibilité-là, mais je sais aussi le sacrifice que ça demande, le travail que ça demande. Et je ressens pas le besoin aujourd'hui d'aller plus loin. Mais effectivement, après, les chances, elles sont... Tu t'arrêtes jamais finalement. Avec la formation continue, tu peux toujours aller plus loin. Ce qui est génial d'ailleurs, c'est hyper important. Mais moi, j'ai pas cette fibre de vouloir aller encore un step plus loin. Et puis tout à coup, t'as voulu partir de l'Aiguille Riviera. T'as senti que t'avais fait le tour, que t'avais besoin de voir autre chose, que justement tu voulais être indépendant. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors oui, j'ai senti que j'avais fait le tour. Ça faisait 8 ans que j'étais là, j'avais fait tous les postes finalement dans la comptabilité. Le poste suivant, c'était directeur financier. Alors bon, il allait pas partir à la retraite tout de suite, donc c'était projection 5-7 ans. Donc clairement, là, j'avais fait le tour, j'étais chez moi, entre guillemets, hein, parce que après 8 ans, pendant ces 8 ans, j'avais participé à, par exemple, mettre en place le nouveau programme comptable, le nouveau programme de gestion, etc. Donc finalement, je connaissais comme mes poches. Et là, j'ai senti que j'avais besoin peut-être d'un nouveau défi, de voir autre chose, de changer un petit peu. Puis peut-être de prendre ce fameux poste de responsable des finances, de directeur financier, quoi. C'était le step d'après, j'étais chef comptable. Moi, de nouveau, je suis quelqu'un d'ambitieux. Je voulais aller là-haut. Alors, certains de mes proches me disaient, mais t'es fou, t'as 28 ans, tu vas pas prendre un poste de directeur de finances à 28 ans, c'est jeune et tout. Ouais, mais j'ai l'expérience qui va avec, finalement. Donc, pourquoi pas? Je vais sûrement trouver quelqu'un qui me donne ma chance, quoi. Et là, j'ai changé pour aller chez Virgile Formation. Donc, j'ai pas fait le brevet chez eux, mais c'était assez marrant parce que c'est un centre de formation continue, justement, qui était axé sur tout ce qui est formation dans la compta, RH et management. Donc là, ils cherchaient, après des années difficiles, ils cherchaient un directeur financier et RH pour reprendre l'équipe, reprendre la gestion finalement de ce département. C'était une boîte pas en reconstruction, disons, mais qui avait traversé quelques années compliquées. Et puis là, j'ai eu la chance de trouver un directeur qui me donne ma chance, qui croit en ma jeunesse et en mon expérience, et puis qui m'a donné l'opportunité de prendre ce poste chez Virgile Formation. C'est assez marrant parce que le cahier des charges était assez basique, entre guillemets. Donc, tu reprends le département, il faut structurer un peu ça. Et puis, mettre en place de la comptabilité analytique, que ça roule un peu mieux, qu'on ait une meilleure vision. Et puis, même pas un mois après que je sois arrivé, donc on a fait le budget pour l'année prochaine, etc. Projection aussi à 5 ou 10 ans.
comment est-ce qu'on peut faire évoluer la société, comment est-ce on peut plutôt attaquer le domaine des formations RH, management. Et puis même pas un mois après, en fait, on apprend qu'il y a un concurrent axé sur le RH et le management qui va vraiment pas bien, qu'on aurait l'opportunité de pouvoir le reprendre et donc d'intégrer ces activités. Et puis on gagne 10 ans de développement en reprenant ce centre de formation parce qu'ils étaient axés sur le RH et le management. Nous, on était focus finance. Et cette fameuse projection qu'on avait fait à 5-10 ans, comment est-ce qu'on peut évoluer, il faut qu'on fasse plus de RH et de management. C'est là où on va se développer. Il se trouve qu'on peut reprendre un concurrent direct qui fait exactement ce qu'on cherche pour se développer. Donc, voilà, on a foncé dans l'opportunité. Faut savoir, Virgile, c'est une fondation, donc avec l'aval évidemment du conseil de fondation, on a foncé sur l'occasion. Donc mon mandat, il a changé du tout au tout en un mois. Je suis passé de reprendre un job entre guillemets tranquille à devoir gérer une fusion, une reprise de société, etc. C'était hyper intense. Et le Covid, évidemment, entre deux, pour simplifier la chose. Et mais bon, là aussi, avec le recul, j'ai fait 2 ans. Mais c'était 2 ans hyper intenses et qui m'ont tellement appris aussi. Et puis, mine de rien, j'avais ce poste à responsabilité dans la direction, etc. Donc, c'était là aussi, j'en apprenais tous les jours, quoi, clairement. J'ai eu la chance d'avoir un directeur quand même qui était très formateur aussi de ce côté-là, de très bons conseils et qui m'a accompagné aussi dans cette étape d'apprentissage de ce rôle de responsabilité, d'être de l'autre côté de la barrière, d'être à la direction d'une entreprise. C'est pas la même chose que d'être salarié, que d'être employé. On voit tellement d'autres aspects qu'on voit pas quand on est employé sans responsabilité. C'était juste génial, mais il m'a accompagné là-dedans pour que ça se passe au mieux, quoi. Et puis, justement, 2 ans, c'est quand même assez court par rapport à l'expérience de 8 ans que tu avais fait avant chez les Riviera. Est-ce que tu savais qu'en allant chez Virgile Formation, en tout cas dans tes prochaines expériences après les Riviera, tu voulais peut-être que ce soit plus court, ou est-ce que tu avais déjà une vision, une espèce de stratégie de carrière dans ta tête ou pas trop? Non, pas spécialement. Moi, je suis quelqu'un de très fidèle et qui change pas si j'ai pas d'obligation de changer, je vais pas changer pour changer. Là, effectivement, 2 ans, c'est court, mais on a vécu de telles aventures en 2 ans que, de nouveau, je sentais que j'avais besoin de changer, de renouveau. Je dis on a eu tellement d'aventures parce que finalement, on a eu l'intégration de cette société de ce centre de formation qu'on a repris. Il y a eu le Covid entre deux, qui était une période exceptionnelle, spéciale, je sais pas trop comment dire. Non, mais voilà, avec le recul, maintenant c'est facile de parler du Covid, mais à l'époque c'était, on savait pas ce qui nous tombait sur la tête. Et puis du jour au lendemain, on nous dit vous êtes sympas les gars, mais vos 45 classes, vous les fermez, il y a plus de cours, il y a plus de... Nous, c'était notre business, donc là en direction, on a eu des réunions de crise, c'était pas triste. En une semaine, on a passé toutes les classes sur du digital, quoi, finalement, sur Zoom, etc., sur tous ces outils, pour pas les nommer, qu'on connaissait pas forcément à l'époque. Mis en place le télétravail, on a mis en place... Puis tout ça, c'est des aspects que j'ai eu à gérer avec le directeur, parce que finalement, en tant que responsable aussi des RH, le télétravail, etc., ça faisait partie aussi de mes responsabilités que je connaissais pas forcément. Ensuite, après 2 ans, effectivement, les directeurs, donc la personne qui m'avait engagé est partie aussi du centre de formation. Ok. Donc clairement, là, ça faisait encore un énième changement et je me suis dit non mince, là, faut que je change aussi. Je sentais, j'étais plus trop à l'aise, donc je sentais que c'était le bon moment de changer. Puis là, j'ai concrétisé un petit peu ce petit grain de folie que j'avais en moi, de me dire est-ce que je me lance à mon compte finalement, parce que c'est un petit truc que j'avais toujours eu dans un coin de ma tête. Je savais qu'un jour je voulais être mon propre patron.
comment, je savais pas. Je pensais que j'allais ouvrir un resto, un bar, un pub, j'en sais rien, mais pas que j'allais ouvrir quelque chose dans les finances. Puis là, j'ai pris un peu de recul. Je me suis dit, OK, quel choix j'ai actuellement? Je suis plus trop à l'aise où je suis, donc il me faut du changement. Il y a deux choses l'une. C'est soit je change pour faire la même chose, mais pour un autre employeur, soit finalement, je tente l'aventure pour moi, finalement. Quitte à m'investir à 1000% dans les jobs, autant essayer que ça me profite à moi et que ce soit ma structure, quoi. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire des finances et de la compta. Quelle structure fait ce genre de service? Une fiduciaire, je crée une fiduciaire, quoi. C'était assez simple, hein, c'était assez basique comme réflexion. Sachant que j'ai jamais eu finalement d'expérience fiduciaire auparavant, je voulais pas me lancer à l'arrache, clairement. Donc j'ai appelé une connaissance, un ami sur la côte qui a sa structure fiduciaire. J'ai pris quelques jours sur mes vacances, mes heures sub. J'ai été me poser dans un coin dans sa fiduciaire, voir un peu comment ça se passait, voir quel était le métier, les rendez-vous clients, comment est-ce qu'on bosse, comment est-ce qu'on s'organise, si c'était fait pour moi ou pas. Parce que finalement, je savais pas, j'avais jamais mis les pieds dans une fiduciaire, donc je savais pas forcément comment ça se passait au quotidien et je voulais vivre ça, voir ça avant de me lancer pied au plancher là-dedans, quoi. Puis clairement, rien d'insurmontable, hein. Évidemment, on se met plein de barrières dans notre cerveau, mais finalement, après, quand on vit la chose, on se dit, ça va, oui, c'est c'est dans mes cordes, je peux le faire, je suis à la hauteur de ça. Donc voilà, après, j'ai créé ma structure. Justement, il y a quelque chose que tu n'avais jamais expérimenté avant de te mettre à ton compte, c'est aussi cette relation client. J'ai l'impression, parce que tu faisais de l'interne en étant dans les RH et puis dans la finance. Alors, comme je comprends avec Virgile Formation, tu as quand même eu ce côté stratégie de développement, de vente, etc. Donc, ça touchait un peu à un aspect commercial. Mais là, tu te lançais dans un truc où tu devais à la fois faire ton job et en même temps trouver des nouveaux clients. Et puis, je trouve super intéressant ce que tu dis, c'est que tu n'avais jamais bossé en fiduciaire avant. Donc c'est ça que je trouve génial, c'est que moi j'ai aussi ce même aspect-là, c'est que j'avais jamais bossé en agence de communication avant de créer mon agence de communication. Donc en fait, tu arrives avec une autre approche du métier un petit peu, parce que tu es un peu novice, donc tu n'as pas tous les autres biais. Donc je trouve ça Alors, intéressant. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'avais, comme tu dis, tout ce côté stratégie de développement, ça j'avais. Mais effectivement, je raconte toujours un peu cette anecdote, mais dès le départ, je me suis dit, OK, il me faut un bureau. Parce que finalement, moi, je veux développer le côté entreprise, donc je veux mettre mon savoir à disposition des entreprises. Donc mes clients, ça va être des PME. Est-ce que je peux accueillir chez moi le patron d'entreprise? Très vite, non, ça va pas le faire, ça fait pas sérieux. Donc il me faut un bureau. De nouveau, les planètes s'alignent, j'ai eu du bol, j'ai trouvé un bureau à Cheseaux. Et je raconte toujours cette anecdote, c'est que le premier jour, 1er octobre 2021, donc j'allume mon ordi, tout fier, fleur au fusil, machin, j'allume mes mails Outlook. J'avais un mail, c'était bienvenue chez Microsoft. Et là, j'ai pris un tsunami, quoi. Je me suis dit, merde. Ouais, là c'est réel. Là, je l'ai fait, en fait. Je me suis lancé. Fin du mois, là, va bien falloir payer le loyer quand même. Hein, la régie, ils vont pas être contents si je paye pas. Là, maintenant, faut aller dans le dur, quoi. Faut aller dans le dur. Et puis, tu commences à faire ta liste de contacts dans ton téléphone. Ah oui, lui, il travaille dans telle entreprise. Je vais aller boire un café avec. Ah tiens, cette personne-là, elle a une fiduciaire. Je vais l'appeler, boire un café avec, voir comment il développe, comment il trouve des nouveaux clients, etc. Puis petit à petit, en fait, c'est sorti très vite que... On me disait toujours ça, il faut que tu sortes. Mais ça restait très vague pour moi, tu vois. Bien sûr. Ça veut dire quoi, il faut que je sorte je sais pas ce que ça veut dire.
Mais en fait, ça voulait dire qu'à chaque occasion, il faut parler de ce que tu fais. Il faut dire que tu as ton compte, que tu as ta structure. Et puis, il faut chercher, en gros, quelle clientèle tu cibles. Moi, je ciblais les PME. Où sont les patrons d'entreprise? Dans des groupes de réseautage, par exemple, dans des événements, des after-work, etc. Et c'est là que tu rencontres peut-être ta future clientèle. Et si c'est pas ta future clientèle, ça élargit ton réseau. Bien sûr. Et voilà, c'est comme ça que j'ai mis en place un peu ma structure, quoi. Mais effectivement, j'arrivais dans un milieu où je connaissais pas, j'avais jamais travaillé là-dedans. Donc après, il y a une grande partie de bon sens, je pense. Moi, je me suis toujours dit, ok, qu'est-ce qui fait sens finalement? Comment je m'organise? Comment tu crées tes dossiers? Comment tu travailles pour le client, etc. Je me suis toujours dit, je me mets à la place du client. Comment j'aimerais que la fiduciaire interagissent avec moi. Donc, c'est ça que j'ai mis en place avec mes clients, finalement. Tout en m'adaptant aux besoins de chacun, finalement, parce que alors le client est roi, hein, on entend toujours ça, mais c'est vrai que chaque client est différent, chaque entreprise est différente, tu as une structure et une gestion différente. Et je me suis dit, ok, moi je vais changer un peu des grandes fiduciaires classiques, je vais m'adapter moi au client plutôt que l'inverse. Je veux soulager la vie de tous les jours de l'entreprise plutôt que rajouter une charge de préoccupation pour l'entrepreneur, quoi. Et puis, justement, par rapport au développement du réseau et des affaires et tout, comment tu as géré cette croissance et puis qu'est-ce que tu avais comme objectif? Parce que j'imagine bien qu'une entreprise d'une certaine taille, elle va te rapporter X% de chiffre d'affaires, une autre plus petite. Enfin, est-ce que tu te disais, bon, il faut que je trouve, je sais pas moi, 10 entreprises entre 15 et 20 collaborateurs, il faut que j'en trouve 60 entre 1 et 5. Enfin, comment est-ce que tu as pu préparer ça? Puis comment est-ce que ça s'est passé concrètement? Parce que, comme tu dis, tu allumes ton ordi, tu partes de zéro, t'es dans le tertiaire, donc c'est quand même bien différent que de dire, bon voilà, je fais des petits boulots à droite à gauche, j'achète une camionnette, j'ai pas besoin de bureau, je peux stocker chez moi et tout, donc il y a quand même un côté, relation client et tout. Est-ce que tu te souviens du début, les sensations, les prémices de tout ça? Oui, alors je m'étais fixé plein d'objectifs. Très vite, je me suis dit, ok, là, faut redescendre sur Terre. Je disais, j'ai passé pas mal de nuits blanches à me demander si c'était le bon choix que j'avais fait. Parce qu'évidemment, on veut aller attaquer des entreprises avec 15 employés, etc. Je me dis, ok, j'en ai 10 comme ça, ça paye déjà mon salaire et mon loyer. Puis on progresse comme ça. Mais c'est vrai que très vite, je me suis rendu compte, ok, non, en fait, les entreprises, elles m'ont pas attendu pour avoir une fiduciaire et quelqu'un qui fasse le boulot. Donc ça va prendre du temps. Puis après, je procédais beaucoup step by step. Ok, ce mois-ci, je me fixe, il faut que j'ai 2 nouveaux mandats, que ce soit un indépendant, une petite entreprise, 3 déclarations d'impôts, j'en sais rien, mais de la nouvelle clientèle. Donc j'ai intégré un groupe de réseautage où là j'ai pu élargir mon réseau, être en contact vraiment des décideurs et des chefs d'entreprise qui étaient potentiellement mes futurs clients ou qui pouvaient potentiellement me recommander à d'autres de leurs copains qui ont une entreprise ou qui se lancent, etc. Moi j'ai ouvert en octobre, donc j'ai entre guillemets de la chance de ce point de vue-là, c'est que quelques mois après, c'est la période fiscale pour les privés. Donc là, j'ai mis en place tout ce qui est pub sur Internet, Google Ads, etc. pour que je sorte en premier dans les recherches quand on tapait déclaration d'impôt. Et puis c'est clair, ça, la première année, ça m'a amené, je sais plus, 120 déclarations d'impôt, un truc style de gens que je connaissais pas forcément... voilà, d'inconnus, quoi, finalement, qui voient fiduciaires, qui m'ont fait confiance et qui m'ont mandaté pour le côté privé. Puis après, voilà, le client amène le client. Moi, un de mes objectifs clés, phares, et que je poursuis toujours, c'est la qualité du travail que je livre.
parce que je sais que sur le long terme, moi, c'est ce que j'attends de toute façon de quelqu'un que je mandate pour quelque boulot que ce soit. Je veux que ce soit qualitatif. Donc, j'ai tout axé là-dessus. Et finalement, ça a deux côtés positifs. Trois. Un, le client est content, donc c'est génial. Si le client est content, bah, il va potentiellement nous recommander plus loin. Et puis, surtout, il est fidélisé, il va rester. Donc, clairement, j'ai tout axé là-dessus. Et puis petit à petit, bah le réseau se fait. Ah, j'ai un copain qui ouvre une entreprise, il a besoin d'aide. Ah, je veux changer de fiduciaire, est-ce que je peux venir chez vous, etc. Puis petit à petit, bah, tu mets en place, euh, tout en restant bah, voilà, les pieds un peu sur terre, parce que je partais d'une clientèle de zéro, donc je pouvais pas me mettre des objectifs inatteignables dès le départ, j'aurais que été déçu. Donc je me suis toujours fixé des objectifs. J'ai toujours deux chemins. J'ai un atteignable et puis un exceptionnel. Donc voilà, on a toujours atteint en tout cas l'atteignable. Cette année, on atteint même l'exceptionnel, ce qui est top. Puis c'est vrai que maintenant, 4 ans après, tout ce que j'ai mis en place il y a 4 ans, via ces groupes de réseautage, tous ces gens que j'ai connus depuis un petit moment, bah maintenant, petit à petit, ils commencent aussi à m'envoyer du monde, à venir chez moi, parce qu'au bout de 3 ans, peut-être, ils changent de fiduciaire parce qu'il y a eu un problème ou ils veulent plus structurer, etc. Donc, tous ces efforts du passé payent encore aujourd'hui. Payent même mieux aujourd'hui que par le passé, en Ouais, fait. alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un constat, je pense, dans plein de business différents. Moi, je dis toujours ce ratio des 3 ans, où il faut 3 ans pour planter la graine, et puis que les gens viennent, peut-être reviennent une deuxième fois, enfin, justement, qu'ils en parlent autour. Ce côté ambassadeur qui est vraiment important. C'est qu'en effet, quand le travail il est bien fait, ben, ça amène d'autres clients. Et puis aussi, ce que je trouve intéressant dans ton domaine, c'est ce côté récurrence. C'est-à-dire que chaque année, il faut faire sa déclaration d'impôt. Donc ça, c'est quand même un truc qui est cool dans ton domaine. C'est qu'il n'y a pas cet effet, dans le nôtre où c'est, on va peut-être communiquer cette année. Un mandat one shot. Voilà, oui, exactement. Ouais. Non, alors moi, effectivement, il y a ce côté récurrence. Autant pour le côté privé, donc déclaration d'impôt, qui a un côté un peu où je développe plus trop. Actuellement, on fait 500 déclarations pour les privés par année. C'est assez. On est une équipe, on est 3 personnes. C'est assez pour 3 personnes. Je développe pas forcément trop ce côté-là, mais plutôt le côté entreprise. Et là aussi, il y a une récurrence qui n'est pas annuelle comme les privés, mais qui est trimestrielle, voire mensuelle pour la plupart. Donc là, clairement, ben, c'est hyper intéressant. C'est qu'une fois que c'est dur d'acquérir un nouveau client, mais une fois que tu l'as acquis, si tu fais du bon travail, il reste, il est fidélisé. Et ça, c'est juste génial. Tu as moins la pression de te dire ok, il faut que je trouve 15 nouveaux mandats par mois. Ouais, Non, bien sûr. effectivement, j'ai moins ce côté one shot. Et ça te permet d'avoir aussi une vision sur du long terme. Parce qu'à moins d'un tremblement de terre, le client en général. Et moi, c'est ce que je dis aux gens, des nouvelles personnes que je connais qui ont leur entreprise, des fois j'en ai certains, je suis désolé, mais j'ai déjà une fiduciaire. Non, mais il faut pas être désolé. Si tu es bien dans ta structure, si tu es content, faut pas changer pour changer. Ça sert à rien. Voilà. Donc clairement, les gens, c'est vrai qu'avec mon domaine, s'ils sont contents, ils ont tendance à pas changer parce que c'est trop de chamboulement en fait. Un peu comme un dentiste, quoi. Un peu. On peut dire ça, je suis le dentiste des chiffres. Justement, si on parle un peu de croissance et puis d'acquisition de nouvelles clientèles, toi, tu as vécu aussi ça, tout d'un coup, d'avoir l'opportunité d'acheter d'autres sociétés ou en tout cas d'aspirer des portefeuilles d'autres entités. Comment est-ce que ça se passe déjà au niveau relation de la clientèle, comment est-ce que la nouvelle clientèle apprend ça, que tout d'un coup l'entité change, et puis peut-être toi aussi d'un point de vue émotionnel de dire tout d'un coup je grandis et je grandis d'un coup, contrairement à ce que tu as vécu peut-être chez Riviera où j'ai l'impression qu'il y avait une croissance qui était progressive mais gigantesque, où là tout d'un coup c'est en fait non, je double mon portefeuille peut-être d'un coup, où je fais plus 30% ou plus 20%.
Comment ça se passe, ça? Alors, c'était vraiment ça. C'est que j'ai commencé seul. J'ai fait 2 ans seul. Durant ces 2 années, bah voilà, j'avais un copain avec qui j'ai fait le brevet qui me disait: Ah, mais tu sais, il y a telle personne qui potentiellement elle veut prendre sa retraite, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, etc. Puis je lui disais: Mais présente-la moi, mets-moi en contact, ça peut m'intéresser, etc. En fait, au bout d'un moment, il me disait: Mais moi, je le connais pas directement, j'ai entendu dire que. Ok. Puis alors, ce que j'ai appris, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, des fois, il faut y aller au culot. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, j'ai demandé un rendez-vous, et puis voilà, au pire, j'avais un nom. Ouais. C'est vite vu, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc là, c'était une personne qui était pas dans ma région. Moi, j'ai ouvert mes bureaux à Cheseaux-sur-Lausanne. Là, c'était un bureau fiduciaire à Saint-Sulpice, qui avait plus de volume que ce que moi j'avais. La personne arrivait à la retraite, hein, clairement, et cherchait potentiellement à remettre son portefeuille client, pas juste fermer la boîte et voilà. Au fur et à mesure des discussions, on est très vite tombé on avait le même avis en fait sur plein de points. Par exemple, moi je voulais reprendre, mais je voulais garder les locaux, je voulais garder l'employé qui était là, la collaboratrice qui était en place depuis 7 ans, elle était là dans la boîte, qui est toujours là aujourd'hui. Et surtout, il fallait que les clients restent parce qu'évidemment, c'est joli de reprendre, de racheter une liste Excel avec des clients et des chiffres à côté qui est le chiffre d'affaires annuel. Là, tu reprends une liste de clientèle, mais pour moi, c'était hyper important de savoir s'il restait pas, etc. Donc, très vite, j'ai compris que 90% de la réussite de la reprise, c'est la communication, en fait. C'est, voilà, le client, finalement, il est lié à la personne, certes, mais il nous mandate surtout pour un service. Il veut que sa compta soit faite, que sa déclaration soit faite, etc. Donc, si c'était bien amené, ce qui a été le cas finalement, le client allait rester. Donc clairement, on s'est mis d'accord sur le fait que les entreprises, on allait faire un rendez-vous avec, on allait boire un café avec l'entrepreneur pour qu'il me présente et qu'il le rassure aussi. Voilà, moi je prends ma retraite, mais vous inquiétez pas, Mathéo, il est là pour la succession, il est très bien et ça va pas changer ni les prestations, ni les prix, etc. Potentiellement, ça a même amélioré parce qu'évidemment, le petit jeune qui reprend, voilà, il n'a pas les mêmes façons de travailler que la personne qui part. Et puis, pour tout ce qui était privé, on a envoyé 1-2 courriers. J'ai été accompagné par ton agence de communication où j'étais hyper content du job parce que finalement, on a perdu 0 client. Tout le monde est resté. Okay. C'était génial. Et vraiment, là, je me suis rendu compte, le fait de me présenter à la clientèle, d'amener ça d'un point de vue positif, hein, parce que c'est vrai que c'est positif d'avoir un successeur, etc., que vous inquiétez pas, ça change, mais ça change pas vraiment. Voilà, les gens étaient contents de comment ça s'est fait, d'avoir la communication, de pas juste être laissés dans la nature. Et c'est ce qui a fait qu'ils sont restés. Donc, effectivement, du jour au lendemain où voilà, tu tournes la clé, 1er janvier, d'un coup, paf, t'as fait x2, quoi. C'est la folie. Maintenant, 1er janvier, j'ai 2 collaborateurs. Ça fait bizarre. Ouais. Clairement, je suis plus tout seul déjà. Les journées sont un peu moins longues des fois parce que tu peux échanger avec d'autres personnes, d'autres humains, c'est génial. Blague à part, pour moi, ça avait du sens parce que clairement, en analysant les chiffres, en regardant un petit peu l'évolution, etc., en gros, en reprenant le bureau, j'ai gagné 5 ans de développement. Et finalement, cette expérience-là, je l'avais déjà eue chez Virgile Formation en reprenant le concurrent. Donc, j'avais déjà vécu ça et la plus-value que ça amène. Voilà. Et d'un coup, t'as une autre structure, t'as des collaborateurs, c'est différent. La façon de fonctionner est différente. J'ai appris à déléguer, évidemment. Et voilà, tu respires. Ok, maintenant on est 3.
j'ai une structure qui roule. Il n'y a aucune raison que ça marche plus, que d'un coup je me casse la gueule, etc. Parce que je ne change pas ma façon de faire. Je mets toujours la qualité dans mes priorités. C'est le client est prioritaire, etc. Respect des délais, etc. Enfin, voilà, tout ce qui fait la qualité d'un service fiduciaire, on le garde. Il n'y a plus qu'à développer, entre guillemets. Mais avec la tranquillité d'esprit de se dire, OK, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est bon, les salaires sont payés, le loyer est payé. Ça va, on peut souffler un coup, quoi. Ouais. Dernière question, si tu devais glisser un petit mot au jeune Mathéo qui commence son apprentissage demain, tu lui dirais quoi? J'ai toujours cru en moi. Le premier truc que j'ai envie de dire, c'est crois en toi, crois au chemin que tu vas prendre, t'inquiète pas, ça va le faire. Ouais, c'est vraiment ça. Parce que finalement, j'ai toujours foncé un peu la fleur au fusil dans mes projets, dans mes idées, dans mes objectifs. Et comme je te disais, j'ai passé quelques nuits blanches quand même, parce que tu te lances sans savoir un peu où tu vas, où tu mets les pieds, etc. Des fois, tu appréhendes, mais c'est des barrières qu'on se fixe nous-mêmes finalement. C'est des craintes parfois qui sont infondées, et ce serait de me dire, fonce, crois en toi, essaye. Vaut mieux pas avoir de regrets, vaut mieux tenter, avoir un échec, mais finalement t'auras appris quand même quelque chose plutôt que d'avoir des regrets. Donc clairement ce serait ça, fonce, vas-y, hésite pas. Merci beaucoup Mathéo Merci à toi, et à bientôt. à bientôt, merci.